Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro du Samedi Politique. Au programme de cette semaine, une obsession des politiques, l'islam de France. Sarkozy, Hollande, Macron, tous ont eu à cœur de se pencher sur le sujet. Avec plus de 5 millions de musulmans en France, selon les chiffres officiels, la tentation est d'organiser l'islam de France et c'est devenu un serpent de mer de la vie politique. Alors pour s'intéresser à ce sujet, je suis en compagnie de Majid Oukacha. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors pour vous présenter, vous êtes blogueur à succès, vous êtes également écrivain, essayiste et vous avez écrit récemment le dernier, il me semble, Il était une fois l'islam. Voilà, FOI, pour un jeu de mots. Alors évidemment, je vais quand même préciser, même si c'est un peu personnel, vous êtes également souvent présenté comme ex-musulman, ça a quand même une importance non négligeable pour cette émission. Oui, bien sûr, je fais une analyse critique de mon ancienne religion, l'islam. C'est un sujet d'avenir, un enjeu d'avenir. Et effectivement, oui, c'est l'angle principal de mes analyses politiques sur la situation française et sur l'islam en général. Alors, on a vu récemment Emmanuel Macron qui souhaite s'intéresser lui aussi, comme ses prédécesseurs, à l'organisation de l'islam de France. On voit qu'il s'appuiera en particulier sur un rapport fait par l'Institut Montaigne, par un ancien de ses collègues d'ailleurs, Hakim El-Karoui, un ancien banquier de chez Rothschild, qui avait déjà eu l'oreille de Jean-Pierre Raffarin avant celle d'Emmanuel Macron. On dit également qu'il a conseillé Ben Ali. Il a d'autres corps à son arc. Pour commencer, qu'est-ce que vous pensez de ces termes d'islam de France ? Alors l'expression islam de France, pour moi, pour les musulmans en général, il n'y a qu'un seul islam. Il n'y a pas l'islam de France, l'islam du Mexique, l'islam des Inuits. Il y a un islam, point. C'est une idéologie. Et la France, par rapport à cette islamité, c'est juste un support géographique. Mais en tant que tel, il y a un véritable islam, idéologiquement, qui est symbolisé par le Coran, qui représente le verbatim des propos d'Allah, transmis par le prophète Mohammed, officiellement en tout cas. L'islam de France, pour moi, c'est une antinomie. Si on se concentre sur le fait que la France, c'est un champ de valeurs, notamment les valeurs des lois occidentales qui sont libertaires et égalitaires, l'islam, qui est un code juridique, c'est le contraire de tout cela. Le véritable islam, fondamentalement, est une religion qui criminalise la liberté de conscience, qui est esclavagiste, qui est misogyne et qui est violente. Je vais vous donner une petite image très simple pour vous démontrer que, en gros, le sens des lois occidentales d'un pays occidental comme la France est contraire au sens général des lois islamiques. En fait, le but des lois occidentales en général, c'est de défendre des individus, bien évidemment, leur liberté, mais ça ne limite ou n'interdit des comportements, par exemple, de votre corps, que si ces comportements peuvent avoir un impact négatif sur le corps d'autrui. Par exemple, la criminalisation du vol que vous pourriez commettre qui se fait au détriment d'autrui, ou du viol, ou du meurtre. La différence, c'est global, c'est en général en tout cas, voilà, c'est l'état d'esprit des lois occidentales. Les lois islamiques, l'islam c'est tout autre chose puisque le but de ce champ de valeurs juridiques et de lois, en fait, c'est de faire des limites et des interdits sur des libertés individuelles que vous pourriez avoir, même si ça ne vous regarde que vous, ça n'a d'impact que sur votre propre corps, sur votre propre vie, mais ça vous est limité ou interdit et on vous demande des comptes vis-à-vis de la société à laquelle vous appartenez. Je vous donne quelques petits exemples très rapidement. Par exemple, dans l'islam, il y a une criminalisation très claire du fait de ne plus croire en Dieu. C'est une punition en soi. Vous êtes une femme, si vous étiez une femme musulmane, c'est dans le Coran, comme ce que je vous ai dit précédemment, c'est interdit pour vous de vous marier avec un non-musulman. C'est comme ça, c'est les lois islamiques voulues par le Dieu des musulmans. Pareil, votre mari aurait le droit de vous frapper si jamais il estime que vous êtes désobéissante. Vous avez des contraintes alimentaires temporaires, comme le ramadan, ou permanentes toute l'année au niveau de boire et de manger. Si bien en fait que des libertés individuelles toutes simples comme ce que vous pensez de Dieu ou pas, ce que vous ingérez dans votre corps comme nourriture ou ce que vous faites de votre sexualité, eh ben vous devez en rendre des comptes vis-à-vis de la société islamique et c'est criminalisé et c'est là la différence entre les deux. Maintenant sur l'expression de l'islam de France en tant que tel, en fait c'est une
C'est un enjeu en France et c'est surtout un aveu pour moi, un double aveu. Le fait que nos politiciens s'intéressent à cette marotte, à ce sujet, depuis, vous savez, l'affaire du voile à l'école à Creil et depuis en tout cas la fin des années 90. Premièrement, l'islam de France, c'est déjà, en tant qu'enjeu, c'est déjà l'aveu que l'islam quantitativement et en termes de visibilité est trop important en France. Il n'y a pas de besoin de réforme du chamanisme inuit de France, parce qu'ils peuvent être comptés sur les doigts d'une main sur le territoire français, ça n'a pas d'importance. Par contre, les musulmans qui, contrairement à ce que vous avez dit au début, mais vous avez précisé que c'était officiel, officieusement, sont au moins une dizaine de millions d'individus en France et ils ont une démographie croissante. Si l'on en croit d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, le patron lui-même du CFCM, qui l'a avoué dans une radio il y a peu de temps, il a dit à 3 reprises, les musulmans en France sont au moins une dizaine de millions. Et même des conseillers politiques m'ont dit officieusement qu'effectivement, ils étaient beaucoup plus nombreux, 12, 13, peut-être 14 millions, mais beaucoup plus nombreux, en tout cas que les soi-disant chiffres officiels et éternels de 5 à 6 millions qu'on se traballe depuis 20 ans et qu'on va encore se traballer pendant 20 ans, soi-disant. Et le deuxième problème, le deuxième souci en fait, aveu de cet islam de France, c'est tout simplement que l'islam pose problème en France, ça se vérifie. On a beau être un pays laïque, au quotidien en France, l'islam en fait, il est dans l'actualité absolument partout, dans tous les domaines de la vie sociale. À l'école ou dans les enseignements, le contenu des enseignements scolaires, dans la rue et dans l'espace public, avec les voiles ou les longues barbes des employés dans l'administration, les petites filles voilées, la burqa, les prières de rue, dans le monde de l'entreprise, dans la cantine, dans la problématique terroriste, dans la problématique de l'immigration légale ou illégale, dans la souffrance animale, si bien en fait que voilà, pour moi, l'islam de France, c'est un enjeu dont les politiciens sont obligés de se saisir, ils n'ont pas le choix, mais la question est de savoir justement comment ils vont pouvoir le gérer. On va sûrement y venir pour votre prochaine question. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'islam de France, pour moi, c'est une antinomie. On ne va pas pouvoir créer un islam estampillé français, tout simplement parce que voilà, le champ des valeurs du monde occidental est contraire au champ des valeurs promu et élevé en vertu dans l'islam figé qu'est l'islam du Coran. Est-ce que tout simplement cet islam de France répété en chœur par les politiques n'est pas tout simplement une forme de manière d'essayer d'organiser une population qui est installée en France, c'est un fait, et où c'est un peu la démonstration, je fais l'avocat du diable quelque part, mais où c'est un peu la démonstration d'un échec d'adaptation finalement. C'est peut-être que cette France n'a pas réussi à intégrer les populations qui sont arrivées de confession musulmane et que par conséquent, il est temps qu'aujourd'hui, la France, non pas, je dirais pas dire jusqu'à s'adapte, mais fasse en sorte de régulariser, entre guillemets, le partage de la société entre les différentes communautés. Et quand vous expliquez justement qu'on voit l'islam finalement faire l'actualité dans différentes tranches de la société, c'est précisément parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, sa population est suffisamment importante pour être représentée dans toutes les couches de la société et dans toutes les questions sociétales, et ainsi, il devient imparable et inévitable de l'organiser. Bon, déjà, comme je le dis souvent, les valeurs occidentales, le monde occidental, en réalité, ça ne se limite pas à l'Europe et à l'Amérique du Nord. En Russie, ils vivent globalement à l'occidental, dans l'Europe de l'Est aussi, en Chine, au Japon, en Corée du Sud, pareil, en Océanie, en Australie, Nouvelle-Zélande, pareil, dans beaucoup de pays d'Afrique chrétienne, pareil, en Amérique du Sud, pareil. L'islam, l'implantation de la culture musulmane en France et la salafisation qui est venue par la suite, qui pour moi en réalité n'est que l'islam originel, ça a été une succession d'erreurs de la part de nos dirigeants. D'abord, le fait que la majorité des imams qui officient en France, qui ont été importés en France de l'étranger, dans des pays où l'ensemble des lois sont contraires aux idéaux libertaires et égalitaires occidentaux. Donc, à partir du moment où la France, on est passé de 0 mosquée en 1918 à plusieurs milliers en 2018, à partir du moment où il y a eu une mosquéisation du territoire de la France, implanter des mosquées sur un territoire, ça veut dire déjà ancrer une visibilité, une respectabilité architecturale et une possibilité de diffusion du savoir islamique basé sur des textes qui en réalité sont très rétrogrades. Moi, je pense que cette problématique de l'islam de France, en fait, il y aura deux véritables, un dilemme, on va dire, un double choix. Soit l'État français qui officiellement veut organiser l'islam de France pour lutter contre des dérives et contre une radicalisation, soit pour s'opposer à ça, il oppose à ça une image de l'islam de paix, soit
il s'oppose à ça en disant que l'islam est un danger pour la France. Or, il ne peut pas avoir cette seconde option parce que ce serait sous-entendre à nos compatriotes musulmans d'abord que leur idéologie pose problème et surtout sous-entendre au reste de la France que cet islam croissant démographiquement va donc poser de plus en plus de problèmes. Donc, ils ont choisi l'option 1 de dire qu'en fait, le véritable islam est paix, amour et tolérance. Mais pour moi, c'est une erreur stratégique puisque toutes les mesures de ce rapport El-Karoui, les grandes lignes en tout cas de l'islam de France dessinées, en fait, on aurait pu dire c'est même pas contre l'islamiste, c'est pour l'islamiste. Les islamistes ne voudraient pas autre chose. Une taxe halal qui va donner plus de moyens financiers, plus de possibilités de faciliter les constructions de mosquées dans toute la France qui sont estampillées centre cultuel juste parce que l'architecte il a rajouté une mini bibliothèque d'1 mètre carré dans ce truc monumental. Ça s'appelle tout de suite centre cultuel. Le fait de promouvoir la langue arabe à l'école, ce qui en réalité n'empêche pas qu'il y a quand même une langue arabe également promue et enseignée dans les mosquées, le fait de diffuser un islam de paix en tant qu'image, qui est en réalité un islam qui n'est pas du tout pacifique, c'est comme un cheval de Troie en réalité, puisque l'islam dangereux qui est promu à l'école ou par les politiques qui disent que c'est une très très bonne religion, c'est un cheval de Poitiers qui servira juste les islamistes le moment venu, quand l'islam sera majoritaire. Moi c'est ça souvent qui me dérange dans l'islam, c'est deux choses que je dis et qui sont des constantes, et je m'excuse si ça peut choquer, c'est que premièrement, le véritable islam original est quelque chose de dangereux, c'est ça que je dénonce, et ça se vérifie à travers le risque terroriste en France, à travers le fait qu'on ait des quartiers en France où sur plusieurs générations, il y a des musulmans qui y vivent. Il n'y a pas forcément une ghettoisation parce que les non-musulmans s'éloignent aussi quand ils ont dans les moyens financiers de ces quartiers. Du coup, il ne reste que des musulmans. Et dans ces quartiers-là, il y a de la misogynie plus qu'ailleurs, il y a du communautarisme, du séparatisme plus qu'ailleurs, il y a des problèmes que pose la religion islamique plus que d'autres religions. Et moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que le second fait qui est important, c'est qu'en fait, il y a une constante qu'on peut vérifier dans tous les pays musulmans et qui me font m'interroger. Je vois pas pourquoi l'islam serait capable de produire en France ce qu'il n'a jamais su produire ailleurs. Notamment, par exemple, en termes de misogynie. Je vous donne un petit exemple tout bête. Vous avez le World Economic Forum qui, chaque année, fait une étude sur l'équité homme-femme dans les différents pays du monde. En fait, le principe, c'est comment un pays répartit équitablement l'accès au savoir, à la santé, à l'emploi et à la politique entre les hommes et les femmes. Aucun pays riche n'est avantagé dans ce rapport. Vous pouvez être un pays pauvre si vous répartissez équitablement des moyens dans tous ces domaines-là. Vous êtes plus équitable que des pays riches qui, eux, le font au désavantage des hommes. Et ben, vous prenez le dernier rapport de 2017, dans les 15 meilleurs pays du monde, vous avez des pays occidentaux, comme la France, l'Angleterre, etc. Et vous avez d'ailleurs deux pays, entre guillemets, du tiers-monde, le Nicaragua et les Philippines, qui sont des pays chrétiens, qui sont dans le peloton de tête. Et vous avez les 15 pires pays au monde, pratiquement, et même dans tous les derniers de la classe, c'est que des pays musulmans. Mais c'est quoi l'excuse des musulmans? Il n'y a aucune excuse matérielle ou historique. La colonisation est finie depuis des décennies. C'est quoi leur excuse pour perpétuer cette misogynie, le fait de nuire à la moitié de l'humanité? Et ben moi, je m'inquiète. Je me dis, si demain l'islam devient une culture majoritaire en France, dominante culturellement, socialement et donc politiquement parce qu'on a une démocratie, je vois pas pourquoi on n'aurait pas cette constante de misogynie qui nuit aux droits des femmes et même aux libertés de conscience, puisque c'est criminalisé dans tout le monde musulman. Je vois pas pourquoi je m'interdirais de penser que l'islam ne pourra pas plus produire en France majoritairement ce qu'il produit pour l'instant dans le reste du monde musulman. Alors, ce que je vous propose, c'est de revenir au rapport El-Karoui. On a fait un petit florilège de tweets pour les réactions, justement, après la publication de ce rapport. Je vous propose de les regarder. D'accord. J'ai lu en diagonale le devoir d'El-Karoui pour l'Institut Montaigne, la fabrique de l'islamisme. Sur l'analyse, c'est ni bon ni mauvais, une note de synthèse d'étudiants impliqués. Sur les solutions, en revanche, c'est un bon gros bol de banania. Organisons et finançons le culte musulman en France. Ben voyons, pendant ce temps, l'esprit de 1905 se retourne dans sa tombe. Qui a commandé le rapport sur l'islam de France rédigé par l'Institut Montaigne? Le truc, c'est une arnaque. 600 pages de conneries et approximations. Les cours de 5e sur cette religion restent encore ce qu'il y a de plus fiable sur la question. La raison contre la peur. Il paraît que le rapport d'El-Karoui a coûté 4,5 millions d'euros de subventions, 6 collaborateurs et 10 mois de travail. Du général Bonaparte aux intellectuels, en passant par Napoléon III et par le lobby colonial, la République a toujours adoré l'islam. N'oublions pas que El-Karoui était le conseiller politique de Ben Ali avant d'être l'idéologue favori de l'Institut Montaigne.
Je suis moi-même arabisant et favorable à l'enseignement de l'arabe au sein de l'éducation nationale, plutôt que sur un mode communautaire dans les mosquées. L'idée avait déjà été défendue en 2007 par Nicolas Sarkozy et j'y avais travaillé avec lui. Je comprends la logique visant à dissocier islam et islamisme, mais dans la réalité, les deux sont indissociables. Construire un islam de France est aujourd'hui une tâche presque impossible et sûrement pas avec les mesures préconisées par M. El-Karoui qui fait preuve de naïveté. Alors vous pensez justement que c'est de la naïveté ou au contraire c'est un calcul politique parce que ça vaut sans doute pour M. El-Karoui qui a fait son rapport pour l'Institut Montaigne, mais ça vaut peut-être aussi pour les politiques? Alors je pense trois choses. Premièrement, contrairement à une idée reçue auprès de vos spectateurs ou probablement des miens, ce que veut la gauche ou les politiciens en général de gauche ou qui défendent les idéaux de gauche, c'est de l'idéologie politique, enfin c'est de la stratégie politique, pardon, plus que de l'idéologie politique. Tout ce qui a trait à l'islam. Limite même dire que c'est idéologique leur manœuvre par rapport à l'islam de France, ce serait presque les dédouaner, sous-entendre qu'ils sont, entre guillemets, plus naïfs et stupides que volontaires. Je vous donne un petit exemple tout bête. Pourquoi en France, par exemple, vous n'avez pas de politiciens socialistes ou globalement de gauche qui sont pour, on va prendre un problème un peu extrême par rapport à l'islam, l'expulsion de tous les gens qui représentent un danger terroriste islamique. Les fichiers S classés islamistes, voilà, par exemple. voilà, en France, des étrangers qui représentent ce danger-là, pourquoi on les expulse pas vers leur pays d'origine? Pourquoi ils sont contre? C'est pas du tout de la naïveté, c'est pas du tout au nom de valeurs. C'est parce que s'ils étaient pour, avec le temps et les expulsions, la population française se mettrait à se droitiser parce qu'ils se rendraient compte avec le temps qu'on expulse plus souvent des Mohamed et des Saïd que des Shlomo, des Tchang ou des Sven. Et donc c'est évident qu'ils n'y ont pas intérêt par calcul électoral. Maintenant, la question de la gestion de l'islam de France, en fait, nos politiciens français, nos gouvernants, ont une triple peur en fait par rapport à cette question. Premièrement, ils ont, ils ont une peur d'abord électorale. Les musulmans représentent un poids démographique trop important et ils votent de façon monolithique à des seconds tours. Et tant par rapport à un vote entre guillemets d'extrême droite ou de droite qui leur serait défavorable que par rapport aux musulmans qui sont facilement manipulables, ne serait-ce que dès l'instant où ils arrivent à l'âge adulte et de voter et de se complaire dans l'islam dans lequel ils ont toujours été éduqués. En soi, voilà, c'est comme ça que je les qualifie de facilement manipulables. Et rien que ça fait qu'ils ont tout intérêt à prendre cette question plutôt que de la subir. Deuxième problématique, c'est tout simplement une problématique de... En fait, on est dans une époque aujourd'hui où les gens peuvent se passer des médias mainstream. Avec Internet, tout va très vite et la carrière de n'importe quel politicien peut finir sur la moindre phrase, sur la moindre petite vidéo, d'une moindre polémique, entre guillemets, ou ou dérapage. Et dans ce contexte-là, les politiciens sont extrêmement frileux lorsqu'ils parlent de l'islam parce que la moindre phrase peut les faire passer pour des racistes, des xénophobes. Donc effectivement, ils sont frileux par rapport à ça. Et troisièmement, ils ont peur également de cette problématique pour leur sécurité et leur vie tout simplement. Si vous voulez critiquer l'entreprise qui a le monopole de la distribution du fromage de chèvre dans les Landes, je peux vous assurer que vous pouvez dormir tranquille. Si vous voulez critiquer maintenant l'islam en France idéologiquement, vous avez un risque pour votre vie, c'est indéniable. Donc il y a cette triple peur et les politiciens français n'ont pas le choix parce que les Français se rendent de plus en plus compte, même des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui de plus en plus, on le voit dans des sondages, commencent à en avoir marre un peu des migrants, de l'islam, même des gens de gauche de plus en plus. Ils se rendent compte que plus le poids démographique de l'islam en France augmente, plus à rebours, à contre-courant, pas à contre-courant, à contre-courant de notre France qui depuis le XXe siècle se scientise et se laïcise de plus en plus, notamment par ses populations religieuses chrétiennes ou juives historiquement. L'islam, c'est le contraire en France. Plus on avance dans le temps, plus ils ont besoin de mosquées, plus ils mangent halal. Les filles d'aujourd'hui se voilent, et d'ailleurs même des petites filles, maintenant c'est une problématique en plus dont les politiciens vont devoir parler un jour ou l'autre, se voilent plus que leur mère qui se voilent elles-mêmes plus que leur grand-mère. Les musulmans pratiquent de plus en plus la salade. Il y a de plus en plus de revendications identitaires. Voilà. Et du coup, ils n'ont pas le choix. Soit ils ne font strictement rien. On va vers le fil directeur de l'histoire qui fait que l'islam continue d'augmenter démographiquement et continue de poser des problèmes visibles et concrets. Il y a un séparatisme qui se crée dans la société. Soit ils prennent le problème à bras le corps, mais on y revient au problème que je vous ai cité tout à l'heure. Ils ont un double dilemme. Soit
En fait, moi, ce que je reproche au rapport El-Karoui, c'est qu'en gros, il n'attaque pas frontalement l'islamisme, il dissocie même l'islamisme de l'islam, alors que l'islam originel est une religion politique, puisqu'elle met des interdits, des obligations et des sanctions pénales sur les individus. C'est pas juste la spiritualité du bouddhisme des Bédouins qui se résume à des pâtisseries au miel et du charme de serpent et des tapis. Non, c'est un code civil. Et en fait, il veut proposer un projet alternatif à l'islamisme sans forcément l'attaquer frontalement. Et toutes les mesures qu'il propose, en gros, soit c'est d'essayer de promouvoir un islam modéré, un islam de paix, mais qui en soi, pour moi, n'est qu'une vitrine qui permet de faire passer en douce le véritable islam fondamentaliste ou wahhabo-frériste. Soit ils vont aller dans la critique concrète de l'islam, ce qu'ils ne feront jamais. Moi, j'aimerais bien, non pas par exemple qu'il y ait des cours d'arabe généralisés qui renvoient les Français d'origine maghrébine à leur propre culture comme par hasard. Moi, je proposerais limite même pour lutter contre l'islamisme ou contre les dangers de l'islam tout court, qu'on ait chaque semaine dans toutes les écoles de France des cours de critique religieuse de toutes les religions. Comme ça, l'islam se sentira pas visé, même si ça tenait qu'à moi, si j'étais président de la France, je mettrais l'accent surtout sur le problème prioritaire en l'occurrence de l'islam, avec des cours de critique scientifique, historique, philosophique et politique des religions. Je vous assure que ça aiderait beaucoup plus à désendoctriner les enfants qui, quoi qu'ils apprennent dans l'école républicaine de bisounoursien, quand ils rentrent chez eux le soir à la maison, il y a le modèle familial, le contre-modèle qui est capable d'annuler tout ce qui a été fait dans la journée et même l'enseignement également de toutes ces mosquées dont la construction est facilitée en France par tant de politiciens ils me font rire quand ils passent à la télé et qui s'inquiètent de la fragilité de la laïcité. Mais à côté de ça, ils font tout pour promouvoir l'islam. Alors justement, c'est ce que j'allais vous demander, parce que vous expliquiez tout à l'heure que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon semblaient de plus en plus mobilisés sur la question de l'islam. Moi, il y a quand même quelque chose qui attire une question pour moi, c'est que finalement, on va dire dans la gauche laïque, pour ne pas dire parfois laïciste, on a le sentiment qu'il y a toujours eu un esprit de défiance à l'égard du catholicisme, parfois même du judaïsme. En revanche, on sent une tolérance beaucoup plus prononcée pour tout ce qui relève de l'islam. Je me rappelle par exemple, il y a quelques mois, la profanation de la basilique Montmartre, il me semble, où Clémentine Autain trouvait cela très amusant, considérait même qu'il n'y avait pas de désacralisation. J'imagine qu'elle n'aurait pas mené la même exaction dans une mosquée. Vous avez tout à fait raison. On est passé quand même de Marx qui disait que la religion est l'opium du peuple, à aujourd'hui tant de politiciens de gauche qui vous expliquent que c'est très bien, la spiritualité, etc. La gauche d'aujourd'hui, en général en tout cas, ils ont une espèce de vision sélective par rapport à leur combat. Par exemple, pour la souffrance animale, il y en a beaucoup qui très facilement peuvent dénoncer les fourrures. Par contre, pour ce qui est du halal, tout d'un coup, là, ça les gêne. Et on peut voir cette problématique sur beaucoup de sujets qui en découlent. Et moi, d'ailleurs, ce qui me fait rire, par exemple, pour la question de la taxe halal, c'est que, en fait, le halal, qui n'est pas du tout dénoncé par la plupart des politiciens de gauche, ça reste une souffrance animale. Et en fait, ce qui est drôle, c'est dire taxe halal, c'est comme si on normalisait cette pratique. Le fait de dire taxe, ça veut dire quelque part, on reconnaît ça. Alors que c'est quand même quelque chose, un comportement qui devrait être interdit. C'est comme si, par exemple, il existait en France une taxe sur les recettes des cambriolages. Mais le cambriolage, c'est interdit. Pourquoi vous voulez faire une taxe sur les recettes des cambriolages? C'est un peu étrange. Parce qu'il n'y a pas de dérogation pour les cambriolages. Voilà, voilà. Il y en a une pour le halal. Voilà, et le problème, c'est que cette gauche, de plus en plus, elle est acculée, elle va devoir à un moment donné faire face à des problématiques où elle va devoir prendre position, pour l'instant, ce qu'ils évitent de faire, avec des tournures rhétoriciennes qui ne vont pas marcher longtemps. Par exemple, le problème des petites filles voilées dans les rues. Moi, j'ai entendu aucun politicien de gauche s'en émouvoir. Est-ce que ça, c'est vraiment un problème aujourd'hui? Vous en croisez souvent? C'est un symptôme, en tout cas. C'est un symptôme. Il y en a de plus en plus. Moi, mes lecteurs me soulignent ça comme comportement qui arrive de plus en plus. Moi-même, j'en ai déjà croisé. Donc, je peux vous dire, effectivement, c'est un problème croissant, comme beaucoup d'autres problèmes. Et si un politicien de gauche dit, par exemple, que c'est un problème, il sous-entend qu'il y a une dimension idéologique discriminante de ce voile, parce que sinon, ce politicien devrait dire « je suis contre le port de la casquette et des bonnets qui sont un vêtement neutre sur la tête des gamines aussi ». Or, s'il l'est pour la tête d'une gamine de 10 ans, il l'est forcément aussi pour une musulmane adulte. Or, ils ont quand même besoin électoralement de ménager la chèvre laïque et le chou islamique. Du coup, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de se taire sur ce sujet, sur tant d'autres sujets. Mais à un moment donné, ça va devenir intenable.
les politiciens de gauche ne peuvent pas contenter les LGBT, les musulmans, et puis ils peuvent pas contenter et puis les bobos, ils peuvent pas contenter des électorats, des prospects qui ont en soi des aspirations incompatibles et même des modes de vie et également des lieux de vie incompatibles. Ça va pas tenir longtemps en fait. À un moment donné, il va falloir que cette question soit mise sur la table par eux. Alors, je vous propose de regarder un petit zapping avec quelques politiques pour essayer de retracer à peu près leur état d'esprit depuis François Hollande. On n'a pas un problème avec l'islam, on a un problème avec l'islam politique, qui veut prendre le contrôle de la société. La question se pose donc aussi à la République. Est-elle réellement prête à accueillir en son sein une religion qu'elle n'avait pas prévue avec cette ampleur il y a plus d'un siècle? Là aussi, je réponds oui, clairement oui. Non seulement vous n'avez pas de projet, mais en plus vous avez une complaisance pour le fondamentalisme islamiste. Je pense qu'il faut s'attaquer à la racine du mal. La racine du mal, c'est le développement exponentiel du fondamentalisme islamiste sur notre territoire. La République n'a pas à combattre une religion. Dans ce pays, il n'y a pas de problème avec l'islam. Il y a un problème avec une poignée de fanatiques que nous mettrons à merci, comme nous l'avons fait exactement avec les catholiques intégristes, les juifs fanatiques, les bouddhistes exaltés, les évangélistes énervés. Je pars du principe qu'il faut traiter directement avec les imams, car le culte musulman en France n'est pas bien organisé. À partir du moment où des Français pratiquent le culte musulman, il n'y a aucune raison que tout cela soit organisé de l'étranger. Une réaction ? Ben oui, on a des politiciens qui vous disent que... C'est marrant parce que les politiciens aiment bien chercher l'idéologie derrière les problèmes. Par exemple, derrière le problème de terrorisme islamique, ils sont tous d'accord pour dire qu'il y a un problème avec l'idéologie salafiste. C'est une constante à 100%. Et c'est évident qu'il n'y a pas de bouddhisme ou de judaïsme ou de catholicisme derrière le comportement de djihadistes, terroristes qui hurlent Allahu Akbar et pas Jésus Akbar ou Shabbat Shalom. Mais à côté de ça, ils ont fait la moitié du chemin, ils n'ont pas réussi à voir le lien entre le salafisme et l'islam originel. Le salafisme qui est juste un coranisme en réalité. Vous avez aussi Marine Le Pen que j'ai vu, qui a toujours le même slogan, elle a un problème avec le fondamentalisme islamiste. Le fondamentalisme islamiste. Mais qu'est-ce qu'elle attend pour parler de l'islam tout court? On a l'impression qu'il n'y a que le degré fondamental de l'islam qui lui pose un problème. Et je l'ai déjà même entendu également parler, par exemple, de problèmes que lui pose la question des financements des mosquées, mais pas en tant que tel le fait qu'il y ait des mosquées et leur multiplication sur tout le territoire. Elle, comme la plupart des autres politiciens, on a vu des extraits avec des politiciens, effectivement, qui veulent bien dissocier le fait qu'à priori il n'y aurait pas de problème avec l'islam en tant que tel et l'islamisme ou des dérives. Et moi je trouve ça inquiétant, mais ça rejoint probablement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont une peur de la diabolisation, de l'excommunication du camp du bien sur l'échiquier politique français. Ils ont peur pour leur vie aussi, c'est peut-être pour ça qu'ils ne veulent pas passer pour le premier grand politicien français anti-islam officiellement. Et tout simplement, c'est une question de calcul électoral. Les musulmans sont tellement nombreux en France qu'ils se disent, pour arriver à devenir président, pour arriver à ce statut suprême, à ce rôle suprême, il va falloir d'une manière générale ou d'une autre préserver la sensibilité émotionnelle, morale, politique des musulmans. Mais on a des politiciens en France qui sont, je ne sais pas si c'est de la lâcheté, du calcul, peut-être qu'ils veulent faire un coup stratégique et puis une fois en place, ils vont quand même lutter contre l'islam en ne le disant pas et en le faisant officieusement. Mais moi, pour l'instant, je vois strictement que de la lâcheté ou de l'aveuglement. Mais est-ce que finalement, vous ne faites pas l'impasse sur le fait qu'il y a quand même une majorité de musulmans qui n'est pas terroriste, qui n'est pas intégriste, qui n'est pas radical, qui n'est pas fondamentaliste, comme dit Marine Le Pen? Est-ce que finalement, c'est pas tout simplement les politiques sont à l'épreuve du réel dans la mesure où la majorité des musulmans n'ont pas l'intention de se transformer en djihadistes le lendemain, que la majorité des musulmans adapte sa foi musulmane, alors certes avec les limitations que vous pouvez évoquer, à savoir que peut-être que du coup ils ne pratiquent pas l'islam tel qu'il devrait être pratiqué pour être totalement conforme, mais est-ce que c'est pas justement ça l'évolution vers un islam de France, c'est-à-dire un islam de France qui serait plus vraiment un islam et qui serait plus tout à fait une France comme on l'a connue auparavant, avant des flux de population qui importaient la religion musulmane? Alors les statistiques déjà, il faut être très prudent. Premièrement,
Les musulmans, majoritairement, qui ne posent aucun problème d'un point de vue administratif, d'un point de vue judiciaire, ce que je peux tout à fait admettre, ce que j'ai déjà admis, traînent dans leur sillage un seuil incompressible de racailles, d'islamistes et de djihadistes ou de pro-djihadistes. Ils n'y sont pour rien, mais c'est une constante qui traîne en permanence. Et de la même façon que c'est toujours une minorité qui dirige des gens, il y a toujours une minorité d'islamistes qui ont une orthopraxie que l'islam modéré n'a pas et qui dictent l'ordre à l'ensemble des musulmans pacifistes qui sont soumis à une espèce de flicage communautaire qui fait que de toute façon, ils se taisent le moment venu et ils ne sont pas les premiers à manifester. J'ai jamais entendu un seul musulman, par exemple, s'émouvoir du fait que l'apostasie est criminalisée dans l'islam et dire voilà qu'ils aimeraient bien défendre le droit de musulmans à pouvoir changer de religion. D'ailleurs, même... Peut-être parce qu'ils n'ont pas envie de changer de religion et que c'est pas un problème qui les occupe comme... C'est pas un problème, mais c'est une réalité. Si vous prenez par exemple l'immigration de croyants catholiques portugais, italiens et polonais en France, même sur des millions d'individus, vous obtenez zéro risque djihadiste, zéro risque de sécessionnisme, zéro risque d'inadaptation globalement, macroscopiquement, aux modes de vie occidentaux. Et les musulmans, encore une fois, c'est comme une salle de classe. Une salle de classe de 25 élèves, il vous suffit de 3-4 footeurs de merde pour dicter le désordre. Et ben c'est exactement la même chose. En quoi une majorité est le vecteur de l'ordre? Même dans notre pays, même une démocratie, même un royaume, c'est toujours une minorité qui dicte l'ordre. Et ben c'est exactement la même chose avec les musulmans. La dictature islamiste se fait par le silence et par le renoncement de musulmans modérés qui n'osent pas élever la voix, qui n'osent pas s'afficher politiquement et théologiquement contre des islamistes qui auront toujours le dernier mot et qui peuvent toujours diriger des musulmans. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, un pays comme la Hongrie, la Pologne, le Japon, etc., si demain ils devaient accepter une immigration islamique dans les mêmes proportions que la France ou l'Angleterre, mais ils auraient plus à y perdre qu'à y gagner. Même des musulmans honnêtes qui regardent cette interview sont obligés de le reconnaître. Pourquoi ils accepteraient toutes ces populations-là avec un risque peut-être minimal, mais quand même incompressible, de pro-djihadistes, d'islamistes, de gens qui vont aboutir à des revendications, un puits de revendications qui n'en finira jamais, ou céder d'un pouce sur une revendication, ça justifiera d'en obtenir de nouvelles. Pourquoi ils vont se casser la tête à avoir cet ensemble de problèmes? Il vaudrait mieux pour eux qui s'hermétisent, qui se privent de l'immigration islamique qui apporte des problèmes. Vous me dites vous-même, ils sont majoritairement pacifistes peut-être, mais on retrouve des problèmes systématiques qu'il y a dans des zones du territoire français où ils sont majoritaires, avec certes une minorité agissante, mais qui suffit à dicter l'ordre, que ce soit en termes de misogynie, que ce soit en termes d'antisémitisme, que ce soit en termes de problèmes de sécurité, que ce soit en termes de séparatisme. On peut me raconter ce qu'on veut, on peut me sortir toutes les statistiques au monde, on ne peut pas nier la naturelle disposition des gens à préférer certains types de voisins plutôt que d'autres. Et là, c'est une constante anthropologique qui se vérifie en France. Quand des musulmans sont installés, qui deviennent la force culturelle dominante et majoritaire à un endroit, ils font fuir les non-musulmans qui ont les moyens et qui ont envie de partir. C'est une réalité. Vous pouvez me sortir toutes les statistiques. D'ailleurs, il y a même des statistiques inquiétantes, je m'excuse, mais en France ou en Europe, il y a eu des statistiques qui disent, par exemple, que pratiquement 30% de musulmans estiment que leurs lois religieuses sont supérieures aux lois du pays dans lequel ils vivent, aux lois humaines. Et encore, moi je dis souvent en plaisantant, 30% l'ont avoué aux sondeurs. Combien sont assez intelligents pour ne pas l'avoir avoué? Et en France, on est dans une démocratie, on a l'impression que tout phénomène qui a dépassé 50,01% d'adhésion est forcément une victoire et le phénomène minoritaire est une défaite. Mais je m'excuse, mais 30% c'est quand même ultra important. Après les attentats de Charlie, vous savez, en 2015 et d'autres qui ont suivi, mais en tout cas après celui-là, moi j'ai vu une constante sur les réseaux sociaux, tellement de musulmans qui en soi semblaient pacifistes et totalement, on pouvait retrouver dans leurs historiques de conversation, ils parlaient de paix, de tolérance, de ce que vous voulez, ils disaient quelque chose qui relève du fondamentalisme, même s'il n'est pas appliqué, il est purement idéologique et théorique dans leur tête, ils disaient, ça se fait pas d'avoir tué ces journalistes, qu'ils l'ont bien cherché quand même. Juste derrière la petite expression qu'ils l'ont bien cherché quand même, ils sous-entendent qu'ils cautionnent le fait de tuer des gens qui se sont contentés d'utiliser une liberté de satire contre une religion, ça ne mérite pas. Et voilà. Et encore une fois, c'est un silence, c'est un argument de compréhension qui est justifié là-dessus sur du terrorisme par rapport même à des comportements islamistes de la majorité musulmane
pacifique administrativement et judiciairement en majorité, que vous le vouliez ou non. Et moi, je vous dis simplement, voilà, pour terminer, vous pouvez m'opposer les statistiques que vous voulez, mais quand on prend le pouls, le ressenti de la population et l'impression qu'on a quand on se balade dans une France où il y a des milliers de mosquées, où il y a des quartiers maintenant où la culture islamique est dominante, où il y a des études statistiques, si vous voulez, qui sont sorties par exemple du CNED, je me rappelle, vers 2010, qui prouvaient que la pauvreté financière dans le Cantal, par exemple, est supérieure à celle de la Seine-Saint-Denis. Ben, excusez-moi, mais du coup, l'argument qui consiste à dire qu'en Seine-Saint-Denis, il y a de la misogynie, l'antisémitisme à cause de problèmes financiers, ça ne tient pas. Il n'y a pas les mêmes problèmes. On peut très facilement recouper de la causalité ou de la corrélation entre maintenant un islam ancré majoritaire en France sur 1 à 2 générations dans des pans entiers de nos territoires et des problèmes malheureusement qui sont réels, qui s'accentuent. Et voilà, c'est le sens, moi, de mon travail, d'essayer d'alerter, de mobiliser les gens sur cette problématique. Bon, on aura compris, on n'aura pas le rapport Majid Oukacha pour Emmanuel Macron et l'islam de France. Il y a mon livre « Il était une fois l'islam ». J'en profite pour faire ma promo, pour inviter les gens simplement à le lire. Puis si Emmanuel Macron nous écoute, ce qui arrivera sans doute. S'il nous écoute, moi j'aimerais bien qu'il prenne l'avis pour la gestion de l'islam de France, même si pour moi c'est comme de l'eau déshydratée, l'islam de France comme expression, mais j'aimerais bien qu'il tienne compte du droit de quitter l'islam qui a toujours été nié et ignoré par nos politiciens. Je me rappelle le Chevènement en 99, c'était dans un rapport sénatorial il y a 2 ans, qui avait précisé que sous la pression, il était ministre de l'Intérieur alors de la France, sous la pression de l'UOIF, la principale organisation islamique d'alors, il avait fait retirer à leur demande la mention du droit de quitter l'islam et de changer de religion dans un texte qui avait pour but une reconnaissance mutuelle entre la République laïque française et les instances musulmanes. Pour moi, ça c'est très très grave comme décision. C'est un renoncement supplémentaire qui me fait indiquer effectivement que l'islam de France géré par les politiciens français, ça ne peut que aller dans le sens de ce que veulent les islamistes. Ce sera que des mesures light qui en réalité vont favoriser une islamisation et un islamisme, même si officiellement effectivement ça a pour but de contrer ce discours et cette tendance idéologique qui va croissante. Eh bien, merci beaucoup, Majid Oukacha. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu et puis si elle vous a pas plu aussi, parce qu'après tout, vous avez peut-être des amis à qui elle plaira. Merci à tous et à la semaine prochaine.